Nous voici en discussion avec Amaury, Serge, Danfield, concernant la neuroconnectique et concernant quelques questions pouvant se poser en nous ou à nous. À la fin du premier semestre d'études. C'est ça. Amaury. Amaury, oui. Non, moi j'ai ce à quoi je pensais, c'était une réflexion sur le fait d'être étudiant en neuroconnectique, en partant de presque zéro. J'avais un peu de connaissances avant, mais on va dire que je partais de zéro, et d'aller à travers le chemin des cours une fois toutes les en gros 2 semaines, où on ajoute un peu de complexité au fur et à mesure pour aller crescendo. Mais en parlant de mon expérience très personnelle, d'avoir toujours une sensation d'être légèrement en retard par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire de ne pas avoir le contrôle ou de pas sentir le contrôle de la séance d'avant, par exemple, et d'arriver à chaque séance, chaque nouveau cours où on parle d'expérience et les expérimentations des 2 semaines précédentes ou des semaines précédentes. Mon approche était toujours d'avoir une réflexion très accélérée a posteriori au moment minute ou à l'heure qui arrive vers le cours, en essayant de me rappeler comment ai-je pu expérimenter sur le cours précédent, plutôt que d'avoir une expérimentation active dans laquelle j'étais en contrôle. Donc la question ou le sujet auquel je pensais là, c'était si par exemple, nouvel étudiant, j'arrive et au moment de travailler chaque cours, j'ai une perspective de quelqu'un qui est 6 mois plus tard et qui déjà a bien assimilé ou probablement bien assimilé les premières semaines et qui est déjà bien en amont, donc peut donner des conseils ou rassurer sur la progression. Donc, par exemple, la première semaine au premier cours, on découvre les 7 neurofonctions, on les travaille une par jour sur 2 semaines, donc 2 fois une journée. Ça, c'est le premier cours et la première séance d'expérimentation. 6 mois, 8 mois plus tard, mon auto-observation, c'est que je n'ai pas les 7 neurofonctions qui sont auto-observées très régulièrement nécessairement, mais une grande partie, plusieurs fois par jour, je suis capable de les attraper. Il y a une forme d'automatisme dans le réveil dans la machine, qui, il y a 6 mois, c'était beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est un peu partie de moi dans ces cours, j'espère que ça va avoir du sens ce que je raconte, mais une partie de moi dans ces cours avait tendance à se dire, est-ce qu'il y a un risque d'oublier en fait les premiers cours qui sont évidemment upgradés ou améliorés par les nouveaux cours qui mettent neurofonctions en connexion avec elles. Mais est-ce qu'on se rappelle de l'essentiel? Parce que l'essentiel pour moi, c'est dans la recette de pâtisserie, il y a un nombre très limité de méthodologies qui permettent de construire une infinité de recettes. Donc pour moi, les neurofonctions à la base, comment être sûr de bien avoir ancré les bases pour pouvoir justement jouer et mélanger, etc. Je pars un peu dans tous les sens. Mais... Non, c'est super. Quand tu travailles au niveau de la théorie de l'apprentissage, on s'est rendu compte que notre mémoire fonctionne notamment quand on dort. C'est-à-dire que tu essaies de mémoriser ça, tu n'y arrives pas, tu vas dormir et ta mémoire mémorise. Et il y a un autre paramètre qui joue, c'est que notre mémoire, elle se développe par rapport à l'expérimentation. Plus tu entres en expérience, plus finalement quelqu'un en toi se sent concerné activement. Et ça aussi, c'est tout un problème. Beaucoup de gens croient qu'ils vont développer leur mémoire parce qu'ils vont se frapper la tête, parce que les méthodes rapides pour lire et je ne sais quoi. Pas du tout. La mémoire, c'est parce qu'on s'implique dedans, qu'on essaie de se dire, par exemple, je dois raconter ce que j'ai appris comme cours à mon petit frère.
là, la mémoire, elle s'accélère, elle s'amplifie, elle se développe immensément. Donc, il y a ce côté projection, donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de dire, projection sur l'avenir, projection pour transmettre, et puis aussi, ce que tu as dit, cette façon de grader, cette façon de progresser dans la progression, c'est-à-dire parce que tu vas devoir reprendre tel et tel élément que tu as travaillé il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a 3 mois, eh bien, peu à peu, ta mémoire, elle se construit plus précisément. Oui, et puis je dirais aussi que je parlais d'auto-observation. C'est comme un muscle, donc la décision d'auto-observation, la décision, je reviens sur ce que vient de dire Daphine, avec d'autres mots, peut-être avec d'autres exemples, en parlant de l'auto-observation et cette décision d'être conscient et les neurofonctions, les neurofonctions corporelles, et cette neurofonction corporelle où tout est découpé, là par exemple, les mouvements corporels, on a vu l'écoute, on a tout découpé, donc il y a un travail de mise en place dans ton fonctionnement de cette auto-observation consciente. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, dans le parcours, dans ton parcours d'études, tu as cette capacité à rentrer en auto-observation. Et alors là, tu parlais tout à l'heure de contrôle, mais nous, ici en Neuroconnectique, on ne parle pas de contrôle, on parle d'accompagnement plutôt, on parle d'être là, on parle d'habiter la machinerie. Et donc, toi, tu as cette capacité à être là sans contrôle, juste j'habite la machine par séquence. Voilà ce que je peux dire. Et là, à ce moment-là, tu lâches ce contrôle. C'est ça, et c'est vrai que je dirais, sans utiliser le terme de contrôle, mais c'est plus de... Je pense au terme de calibration, calibrage, je perds mon français, l'un des deux. Et je pense aussi à accorder un piano, donc c'est un peu... La machine est un instrument et en fait on apprend à jouer on apprend à le jouer et à l'apprivoiser en gros c'est un peu ça le terme que je pense, c'est apprivoiser la machine, mais je pense qu'il y a des résultats j'arrive plus à parler français, c'est horrible. Il y a plus de résultats en travaillant ces cours que je ne l'aurais attendu, c'est-à-dire qu'en fait on parle de mémoire musculaire, hein, c'est un peu ce dont tu parlais, Serge, c'est vraiment presque apprendre à apprendre ou apprendre à auto-observer et donc de plus en plus auto-observer de façon un peu beaucoup plus présente et automatique. Mais d'apprendre à auto-observer la machine, en fait, on arrive à bien comprendre son soi. Et c'est un peu ce que j'ai vraiment découvert, là, c'est surtout les dernières semaines. C'est grâce à ça, d'augmenter un peu le périphérique et d'être à l'écoute de donc ces neurofonctions, ces mouvements, ces émotions. Moi, c'est mon capital émotionnel auquel je suis très à l'écoute parce que j'ai un boulot qui est très extrêmement stressant et qui permet justement, en étant à l'écoute de soi, de capter, déjà d'avoir la méthode de captation pour ensuite mesurer, pour ensuite être capable d'intervenir en amont et pas quand c'est trop tard. Donc, c'est-à-dire d'être capable de s'écouter et de dire, tiens, la machine n'opère pas dans les mêmes... ne se comporte pas de la même façon que d'habitude. Il y a forcément quelque chose qui est différent. On fait une pause, on pose la machine, on stoppe la machine et on découvre quelle pourrait être la raison de ce dysfonctionnement ou de ce ralentissement. Et personnellement, moi, ça m'aide beaucoup à éviter justement d'aller au-delà des niveaux de stress qui sont gérables en fait. Par exemple, ce que j'avais raconté brièvement, c'est que le week-end dernier, par exemple, j'ai en session de petit entraînement, je m'entraîne une fois par semaine, un peu comme à la gym, mais à la maison, dans ma cuisine. Comportement très différent du corps, c'est-à-dire réponse
même stimulus, réponse très différente, où le corps en fait prouve ses limites beaucoup plus tôt. Et à ce moment-là, j'ai auto-observé qu'il y avait une conversation donc en mémoire. Normalement, c'est le psyché qui pousse la machine physique à aller plus loin, toujours pousser un peu plus pour aller repousser les limites. Et là, en fait, il y avait deux machines qui se parlaient entre elles. La machine psyché qui normalement dit à la machine physique, tu peux réussir, continue, continue. Sauf que cette machine-là, elle était en train de dire à ma machine corporelle, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de... J'arrive pas, on fait le mot faire. Arrête tout de suite, va sur le canapé, va t'allonger. Et à ce moment-là, une deuxième machine était en train d'essayer de convaincre la première machine. Et c'était vraiment très étonnant parce que j'avais l'impression de regarder une conversation à l'intérieur de soi, à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ce week-end, pas de boulot, tu déconnectes complètement. Si l'envie te prend, rappelle-toi cet événement et donc tu sais que il ne faut pas repousser les limites. Donc il y a vraiment un effet on the side, comme je dirais en anglais, mais au-delà de travailler les neurofonctions et les connexions entre ces neurofonctions, il y a un apprentissage vraiment très profond de soi et de sa connaissance de soi. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire à des étudiants qui sont peut-être débutants. Il y a des bénéfices qui ne sont pas forcément évidents au départ, parce que c'est très systématique, mais ça sert énormément. Voilà. Oui, en effet, ce que tu dis, c'était dans un livre qu'on a publié en 2012, Neuroconnectique, base neurale des phénoménales, où justement on notait une découverte, je dirais, à l'époque, pour nous, pour connecticiens, extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il y a deux mécanismes en soi et non pas un. On parle souvent de décision et la plupart des gens mélangent oui, c'est volontaire ou c'est intentionnel, comme si un mot pouvait remplacer l'autre. C'est faux. Au début, on fournit un effort, ce sont les régions frontopolaires qui s'activent, c'est volontaire, on cogne, c'est l'effort. Mais au bout d'un moment, c'est exactement ce que tu décris, et ce que disait Serge en disant à un moment donné, on peut lâcher prise, c'est exactement ça. La machinerie n'est plus sur un coup donné précis, volontaire, mais là, c'est un ensemble de réseaux de neurones qui vont ramener vers, et là on pourrait parler d'un processus, on va dire, fédérateur, confédéral, et on est là devant un processus donc d'intention. Et c'est vraiment intéressant quand on est dedans. Comme on sait d'ailleurs, tu apprends un sport où, au début, évidemment, l'effort est ici, mais on a un sport intellectuel, un sport émotionnel. Et puis après, ça passe dans le cervelet. Mais c'est le même principe, mais simplement que là, c'est pas seulement ça passe dans le cervelet, c'est-à-dire qu'on est passé de l'effort de concentration pour la nouveauté à un automatisme. Non, parce que là, on a greffé entre les deux le précuneus, c'est-à-dire des régions d'association entre ce que tu sens ou ressens ou réfléchis avec, en sortie, ce que tu vas être capable d'agir, de mettre en œuvre enfin, motivationnellement ou de mettre en œuvre intellectuellement. Et là, on se rend bien compte qu'on a travaillé un domaine qui n'est pas travaillé dans la vie courante d'un être humain, c'est-à-dire que l'être humain couramment, comme je viens de le dire avant, il est entre j'apprends, c'est dur, oh là là, et après, je suis un automate, et c'est tout. Et là, nous, on a créé une zone intermédiaire, tampon, qui permet d'être présent, comme tu l'as dit d'ailleurs, des moments de présence qui viennent à tout moment, de plus en plus, qui connectent ceci avec cela. Tout ce que tu croyais avoir oublié, les 7 premières dans vos fonctions corporelles, ou les 7 suivantes qui sont plutôt intellectuelles, conceptuelles, eh bien, soudainement, elles ne sont pas perdues, elles reviennent au bon moment, de la bonne façon, et ton cerveau les travaille de plus en plus.
Ouais, ouais, c'est tout à fait vrai. C'est très fascinant. Et c'est un peu une forme d'analyse. Enfin, moi, ayant été analysé un peu par le passé, il y a une forme de. Je trouve toujours j'utilise toujours l'exemple d'une forme sphérique quand je travaille sur un problème inconnu ou un inconnu inconnu. Je le vois toujours comme une sphère, un trou noir un petit peu, mais qu'on peut voir. On attaque cette sphère à différents endroits. Et donc, on en voit différentes parties, mais ça reste la même sphère. Donc, chacun a une interprétation un peu différente. Mais ce sont des façons d'attaquer un inconnu par différents angles qui permettent justement de mieux comprendre parce qu'on a plusieurs interprétations, plusieurs angles, plusieurs perceptions qui permettent justement de multiplier la captation. Donc l'analyse, c'est une forme de connaissance de soi, mais la neuroconnectique, c'est une autre forme d'attaquer la machine, entre guillemets, pour justement augmenter la connaissance de soi et la maîtrise de... En gros, repousser les limites de l'inconnu inconnu. Parce qu'il y aura toujours un inconnu inconnu, mais voilà, donc ça c'est très, très évident pour moi depuis quelques mois. Et même si je ne travaille pas énormément activement, j'ai découvert qu'il y avait quand même une forme aussi passive d'activité qui travaille en soi. Hein. C'est un peu comme si la machine elle-même travaille sur les neurofonctions en parallèle ou en fond de tâche. Voilà. La neuroconnectique, elle a été conçue pour que l'on puisse prendre conscience du réel, de l'instant, de la présence. Et ce que tu disais, tu as suivi l'analyse. Là, l'analyse, elle va a posteriori. Tu parlais de posteriori tout à l'heure, mais ceux qui nous écoutent ne t'ont pas entendu. Mais a posteriori, et donc on va traiter ce qui est déjà passé. Alors que la neuroconnectique, et j'en parlais avec ce travail sur l'auto-observation et ce nouveau fonctionnement on va s'auto-observer de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement. On va s'auto-observer corporellement, on va s'auto-observer intellectuellement, conceptuellement, on va s'auto-observer après émotionnellement, motivationnellement. Donc, on va être là avec l'ensemble de la machinerie et donc on va pouvoir fonctionner dans le moment, dans l'instant, et on va pouvoir aussi, si on désire, modifier ou non notre fonctionnement. Et améliorer, par exemple, intellectuellement, améliorer notre manière de nous exprimer, notre manière de parler, à s'améliorer aussi corporellement, éviter d'être trop avachi. Voilà. Et ça c'est un apport supplémentaire dans la vie de tous les jours quand on est professionnellement. On assiste à beaucoup de réunions, on doit être là, beaucoup de présence, une acuité intellectuelle, émotionnelle. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que le processus, il est complètement décrit, c'est-à-dire que souvent, alors, je prendrais des phases dans la vie humaine, d'ailleurs, un travail déjà annoncé d'ailleurs sur le vieillissement. Souvent, on s'aperçoit que l'individu change par étapes, notamment quand on passe de l'enfance à l'adolescence, le vieillissement, soudainement, c'est plus moi, c'est plus mon corps, que m'arrive-t-il? Et puis après, on trouve ça beaucoup de temps après, mais beaucoup de temps après, il y a des variables selon les gens. Il y a des gens à 85 ans qui vont dire que m'arrive-t-il? Et d'autres qui ont 45 ans. Et on se dit, mais que se passe-t-il? La machinerie qui s'use trop ici ou trop là, parce qu'il y a justement ces demandes de la société. Et on essaie d'être performant. Mais performant, qui est je qui suis performant? Qui est je qui habite, qui est l'habitant dans cette machine? Et au bout d'un moment, on est pris par ces efforts externes. Et ces moments où on arrive à prendre conscience de soi à l'intérieur, un peu ce que tu as décrit à Maurice, qui est très intéressant, cette
cette confrontation entre deux moi je à l'intérieur de toi. Et on a souvent cette idée de se dire ça existe, mais quand on le vit, on réalise que je suis là, observateur de quelqu'un en moi qui dit non, moi je pense ci, qui dit non, moi je préfère. Et puis il y a l'émotion parfois contre la raison. Enfin, tous ces jeux à l'intérieur, plus on en prend conscience, plus on peut, parce que je viens de dire ça un petit peu avant, se trouver dans une nouvelle neuroprogrammation, se dire là, c'est un mode de fonctionnement, un programme, un sous-programme dans mon cerveau qui n'est pas bon. Donc, je puisse le stopper. Et au demeurant, il n'est pas complètement pas bon. Donc on va le remplacer par un autre. Au demeurant, on le stoppe parce qu'il n'est pas bon, on le détruit, d'accord, mais on va créer un autre programme qui sera plus adapté. Et toutes ces modifications, suppressions, créations, on touche vraiment l'essentiel, la base de la neuroconnectique, c'est-à-dire arriver à connecter les groupes neuronaux pour générer ce que en génétique, finalement, comme fonction F1, F2, F3, on est dans l'épigénétique aussi, créer de nouvelles structures dans notre cerveau, mais surtout nous-mêmes, c'est-à-dire dans le moment présent, ce que mentionnait Serge. C'est vrai que si on pense dans les systèmes de thérapie, la thérapie brève avec anticipons demain, les thérapies de type analytique, analysons hier ou quand j'étais dans la petite enfance. Mais là, non. Là, c'est observons comment ça vit maintenant. Et observons, comme tu disais, Amaury aussi, c'est vrai que c'est très important, tel aspect précis, corporel, intellectuel, voire motivationnel. Et quand on est de plus en plus dans ces observations très précises de l'intérieur, donc auto-observation, et qu'on arrive à les coupler, à les connecter avec d'autres, puis peu à peu on arrive à modifier les paramètres en étant de plus en plus l'habitant qui habite dans la machinerie, là, peu à peu, on peut se dire, ça y est, c'est ma vie à moi, c'est plus un automatisme qui répond à l'extérieur. Oui, je pourrais ajouter que ces deux personnages en toi, c'est certainement même, des conditionnements en toi qui s'affrontent. Je veux pas. C'est bien, c'est pas bien. Oui, il n'y a pas une vraie décision unifiée, une prise de décision totale. Je choisis cette semaine, je ne vais pas à la salle de sport parce que j'ai besoin de me reposer, parce que j'y suis beaucoup allé. Mais on ne se force pas, il n'y a pas un conditionnement. C'est pas samedi, il faut que j'aille à la salle de sport. Samedi, il est 13h, je dois absolument aller à la salle de sport. Non. Ça, c'est un automate. Mais je pense que c'est pour moi, c'est ce que je trouve très important d'ailleurs dans le développement de la connaissance de la machine, donc la connaissance de soi ou de soi en soi. C'est très important dans le sens où on connaît mieux ses limites, donc on n'a pas l'attente de 2 fois ses limites, par exemple. Si j'achète une Volvo, je ne m'attends pas à rouler aussi vite qu'une Ferrari, par exemple. Alors que la méconnaissance de soi peut amener à se donner des objectifs complètement intangibles ou irréalisables. Alors que l'auto-observation permet justement de découvrir les cas limites, ou en tout cas les cas limites à un temps donné, puisqu'on essaye de développer justement les neurofonctions et du coup de développer les possibilités de la machine par les neuroconnexions. Mais à l'instant présent, de savoir où se trouve la limite en termes d'ouïe, en termes de vue. Donc, je ne m'attends pas à pouvoir lire avec mes yeux, moi, un texte à une certaine distance, puisque ça fait 40 ans que je porte des lunettes. Donc, je ne m'attends pas à augmenter ça. Je sais que je peux probablement reprogrammer légèrement pour améliorer, mais je ne m'attends pas à régler un problème physique, par exemple. Ça, c'est un exemple évident. Mais j'ai clairement une meilleure connaissance de la machine qui permet de piloter la machine dans la zone moyenne. Donc, le moteur n'est jamais à fond sur les tours minutes. Je conduis en optimisant ma consommation d'essence, par exemple. C'est un petit peu comme ça que je décrirais je connais la machine, je sais la piloter, je sais détecter les potentiels. J'ai la petite loupiote d'huile qui me dit que je dois passer au garage. Et ça, en fait,
je trouve que les outils que vous donnez par le cours, c'est un petit peu un langage qui permet justement d'articuler ce qu'on ne sait pas autrement articuler ou observer ou décrire, qui permet justement de donner des points d'observation qui ensuite permettent de mesurer ces observations pour arriver à comprendre qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui est un maximum, qu'est-ce qui est un minimum, pour justement alerter le pilote si, par exemple, on arrive à des extrêmes. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé en moi là, le week-end dernier, où j'ai pu détecter alerte machine, maximum, j'ai un maximum capacité à ce niveau-là. Donc, j'actionne directement pour éviter justement d'aller au-delà de la limite qui pourrait créer des problèmes assez importants. Et ce que je dirais également, pardon, je t'interromps, ce que je dirais également en plus de ça, c'est que j'ai pu, personnellement, je trouve que l'auto-observation dans des cas extrêmes révèle des éléments très intéressants. C'est-à-dire cas extrêmes où je repousse je suis fatigué, par exemple, après une journée de 12 heures, où je vais être assis devant mon ordinateur au bureau et je vais auto-observer, presque sortir de mon corps, me regarder en me disant c'est même pas la peine là, ça y est, je suis au maximum et je sais d'ailleurs quelles sont les décisions que je ne devrais pas prendre parce que je suis en cas extrême. Et à ce moment-là, c'est assez étrange parce qu'il y a vraiment une sensation de revenir justement aux fonctions très basiques de m'arrêter ou d'arrêter la machine et de prendre ancrage et de commencer à presque faire presque inventorier les neurofonctions, un peu comme si comme si j'allais contrôler le moteur de la machine en disant OK, huile, OK, carburateur OK, frein OK, juste pour relancer la machine en disant on est arrivé un petit peu trop loin, on passe au garage, on check tout, on peut repartir comme en 40. Donc ça pour moi c'est intéressant. C'est comme Oui, et en t'écoutant, ce qui m'a amené à te dire que quand tu as évoqué j'observe les mécanismes dans la machine, et c'est bien ça la clé, c'est que si on est dans la posture par exemple, de la psychologie, moi, je suis moi, et j'observe moi. On ne peut pas observer grand-chose. Mais si jamais on a le courage d'être des mécaniciens, façon Richard Feynman, on se dit, voilà, c'est de la mécanique. La machine qui dit, c'est de la mécanique. J'habite dedans, je me rends compte qu'il y a un geste, il y a une voix, tout un de paramètres corporels. Il y a un paramètre motivationnel derrière, il y a un paramètre même intellectuel, si intellectuellement c'est de la mécanique, c'est pas une phrase extraordinaire, mais il y a tout ça. Et si on prend conscience de tout ça, en pouvant, ce que tu disais, finalement, cataloguer, caractériser chacun des domaines, et à ce moment-là, on a conscience qu'on n'est pas le domaine. On est un soi qui émerge, c'est très darwinien. On émerge, on prend conscience, ce personnage que tu décrivais un peu avant, qui prend conscience de lui en train de travailler, tiens, en train de travailler là, tiens, je m'énerve sur ça, pourquoi bon finalement et ce jeu qui émerge d'une façon complètement libre, de réseaux de neurones qui justement ont été spécifiés, séparés et puis reconnectés ensuite, et là c'est la clé d'un mécanisme complètement autre, et c'est ce qui nous permet de pouvoir justement nous dépasser surtout ce que tu disais. Là on est presque la philosophie des Grecs antiques, on était dans l'idée que, sinon c'est de la neurophilosophie, on a compris le fonctionnement neuronal et en même temps, ça nous permet d'être attentif à soi-même et connaissant soi-même. C'est ça que tu mettais en évidence. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme disait, paraît-il, Socrate. Ce que tu viens de dire, c'est se désidentifier. C'est la désidentification. On se désidentifie de l'automate conditionné. Parce que le conditionnement, ça peut être juste une gestuelle. Une gestuelle, on se désidentifie de l'automate pour entrer dans un accompagnement de la biopsychomachine, ce que je disais tout à l'heure.
Alors, est-ce que, Amaury, puisque tu as lancé le propos en disant, justement, en tant qu'étudiant en neurocognitique, même si en effet tu avais travaillé il y a quelques années dans ce neurocognitique, mais repartons de zéro, comme tu le disais, pour les étudiants qui vont venir, en positionnant comme tôt ou tard enseignant neurocognitique, comment tu peux dire maintenant, est-ce que tu penses qu'on a assez précisé pour que ça puisse aider les étudiants qui arrivent, comme tu le souhaitais? C'est peut-être c'est le fameux tu sauras quand tu sauras un petit peu, c'est très difficile à décrire, mais il y a un peu le fameux coup de main de la grand-mère qui explique à ses petits-enfants le coup de main. Bon, bah, le coup de main, c'est le coup de main, quoi. Comment tu fais, grand-mère? Bah, j'utilise le mot faire, mais bah, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on On remue. comment est-ce qu'on réalise ce gâteau? Bah, c'est le coup de main, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu cryptique comme réponse, mais il y a un peu il y a des déclics qui se forment, je pense, sur le chemin. Donc, il y a un petit peu le laisser aller, comme tu l'expliquais. Il y a bah, c'est un peu comme tout ce que j'ai pu apprendre d'ailleurs dans mes cursus précédents. C'est au début, je travaille méthodiquement. Je vais peut-être réussir les exercices, mais ça ne veut pas dire que j'ai vraiment compris. Et puis, il y a en général des déclics qui se forment. Et à ce moment-là, il y a vraiment au lieu de réussir un exercice qu'on a testé plusieurs fois, on peut réussir tous les exercices qui sont dans le même sujet. À ce moment-là, c'est quand on a vraiment compris le thème. Donc, il y a un peu ce déclic pour moi qui s'est formé personnellement a posteriori. Probablement à chaque fois qu'on ajoutait un peu de complexité, ça m'aidait à mieux assimiler les exercices précédents, si ça a du sens. Donc, il y avait, je pense, peut-être une forme de plasticité ou d'élasticité qui travaille en arrière de phase. Le travail du cours sur les 2 semaines où j'ai du mal, mais en ajoutant derrière et avec un peu de digestion temporelle, en fait, la machine elle-même commence où le pilote qui est en soi digère un peu l'apprentissage et développe cette mémoire musculaire un petit peu. Et je pense qu'il y a vraiment c'est un peu comme une progression. Si j'avais un curseur, en fait, ce ne serait pas un curseur, ce serait plutôt une bande qui progresse à travers les cours. C'est comme ça que je me le représente. D'ailleurs, on parlait beaucoup de. Je suis très auditif en termes de neurofonction 1 à 7, mais sur le 8 à 14, je suis très visuel parce que je vois toujours les idées. Donc là, je vois un curseur large qui est une bande qui passe à travers les cours et qui peut toucher plusieurs cours en même temps. Donc c'est un peu faites confiance au process. Un petit peu quand tu démarres, c'est un petit peu difficile. Je dirais aussi euh, le, le moi d'il y a 10 ans était beaucoup moins confortable avec l'inconfortable. Donc, de dire je ne sais pas ou je n'ai pas compris, c'était beaucoup plus difficile pour moi il y a 10 ans. Maintenant, j'ai aucun problème à dire ça. Et clairement, j'arrive sur certains cours où je ne pense pas avoir compris, ou même quand on parle à la fin du cours et vous expliquez l'exercice, j'essaie de répéter des exemples. Il y a des fois où je ne suis pas sûr d'avoir vraiment compris, donc je me dis je vais tenter, je vais expérimenter. Donc le process marche et il faut savoir qu'on ne va pas comprendre tout de suite et qu'il y a aussi, comme tu l'expliquais plus tôt, Danfield, le muscle continue de travailler et d'avoir le pilote qui essaye de prendre le contrôle. Plus on essaye, plus c'est facile justement d'avancer. C'est comme une inertie, donc il y a vraiment l'inertie des premiers mois qui justement permet d'accélérer et après on peut vraiment partir dans des auto-observations un peu plus complexes. Donc ouais, faire confiance.
Il y a un mot en anglais pour ça. Juste un mot. Confiancer. Truster le process. Ça fait très, très français ce que je viens de dire. Mes parents me tueraient. Accorder la confiance Ayez confiance dans la méthodologie et la progression dans le cours. Et ne pas hésiter à dire j'ai pas compris. Vous proposez toujours à chaque fois d'envoyer des messages si jamais il y a des questions. Moi, je ne l'utilise pas assez souvent. Je le sais. Mais c'est très important d'utiliser les gens. Et c'est la raison, d'ailleurs, la raison pour laquelle je suis dans ce cours, c'est parce que je sais que c'est une opportunité à saisir, que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir accéder à ce type de cours. Donc c'est aussi ça la réalisation. C'est une première forme d'auto-observation d'ailleurs, de prendre la décision d'aller dans le cours de neurocognitique, c'est déjà avoir démarré en fait l'auto-observation en disant j'ai envie de comprendre la machine. Donc voilà, si vous êtes si les gens sont dans la démarche déjà et la curiosité de la neurocognitique, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche qui s'est formée, donc vous êtes déjà en train d'auto-observer un petit peu. C'est ce que je dis. En même temps, ce que tu viens de dire, Amaury, il y a, pour en effet les futurs étudiants qui nous écoutent, la problématique de la vanité. Il y a des gens qui sont passés, souvent des gens d'un âge certain, qui sont pas restés longtemps en disant oui, mais moi, je suis. Et en fait, ils étaient dans la vanité. Et nous, on est obligé, dans ce travail particulier que propose la neurocognitique en termes de cours, justement d'enlever les masques, d'enlever les mécanismes, d'être dans l'observation intérieure, l'auto-observation, le conditionnement. Donc finalement, il y a un moment donné où ça devient difficile. Je me souviens même de gens vraiment sincères et intelligents qui nous ont lâchés, par exemple, quand on abordait les histoires intellectuelles. Donc, tant qu'il s'agissait de se dire « Ah, j'ai un geste corporel », puis après, il y a une posture corporelle. Ça, oui, je vais pouvoir peut-être vous dire que c'est pas bien, je change. Donc, l'habitant se réveille dans le mécanisme, le pilote se réveille dans l'avion et il décide de changer de programme. Et quand on indique, ou on invite le mot dans la tête, cet observateur à travailler sur l'observation de ses gestes intellectuels, ses postures intellectuelles. Ah mais non, ça ne va pas, ça c'est ma façon de réfléchir. Quand on aborde l'émotionnel, motivationnel, c'est encore pire. Il y avait une qui m'avait jeté la vie dans la figure d'ailleurs. Bon, c'est terrible. Il y a des gens qui ont l'impression d'être dépossédés de ce qu'ils appellent moi. Et ce que tu disais il y a quelques temps est très important, c'est en effet quand la vie, là on n'est plus rien, nous a heurté par quelques petits accidents personnels, individuels dans notre histoire intime, c'est là qu'on peut se dire mais ces émotions ne sont pas à moi, elles ont été fabriquées, les réflexions ne sont pas à moi, les sensations ne sont pas miennes. Tout ça, ce sont des mécanismes. Et quand on a cette compréhension, alors explorer ces mécanismes et développer l'observateur dedans comme une fleur qui s'épanouit, ça devient passionnant. Mais parce qu'il y a eu cet amont que tu viens d'évoquer avant. Et ce que tu dis me rappelle toujours des concepts que je décris beaucoup à mes équipes, qui est la différence entre avoir une observation très bien et mal par opposition à mieux. Et l'observation ne va pas signifier que il se passe, il y a des mauvaises habitudes, des mauvais mécanismes. C'est une observation ou une auto-observation. Donc c'est vraiment juste se comprendre soi. D'ailleurs, on est le seul soi, à part les deux autres soi que j'ai en moi, mais je suis moi et tu es toi, on est deux machines différentes, donc le concept de mieux ou de bien est différent, puisque comme je le disais, on pilote deux voitures différentes, on n'a pas les mêmes performances, on n'a pas les mêmes conditions, on n'est même pas sur la même route. Et donc, c'est pas une compétition, c'est vraiment si c'est une compétition, c'est une compétition entre soi et soi, mais plus pour développer
une meilleure version, qui ne veut pas dire que la version d'avant était mauvaise, c'est juste la version 2.0 ou 3.0 qui, qui est plus pleine. C'est vraiment la notion de plein, quoi. C'est la notion de présence, c'est se comprendre soi, en fait. On n'est pas tous obligés de se comprendre soi, mais si on a un peu la démarche et l'énergie et l'envie, c'est une expérience assez unique, finalement. C'est ce que disait Danfi, c'est sa conscience en soi, c'est développer cette conscience en soi. On a parlé de neurofonction, mais la neuroconnectique, c'est aussi des neuroconnexions. Et donc, les neuroconnexions, ça permet de travailler deux neurofonctions, d'auto-observer deux neurofonctions. Et quand on observe deux neurofonctions, par exemple une neurofonction corporelle, des mouvements corporels, et puis une autre neurofonction intellectuelle, je vais prendre le rôle intellectuel, les mots choisis, la manière dont je vais parler, et en même temps, je vais essayer d'être présent à cette... Mon ça en toi pas. Oui, mon ça en moi pas, que tu observes, que je suis en train d'observer, j'essaie d'être avec, et il y a cette émergence de ce dont parlait David, il y a cette émergence de ce jeu entre ces deux auto-observations. Parce que c'est ça aussi, c'est surtout ça la neuroconnectique, je dirais. Ça aussi, c'est surtout ça, la neuroconnectique, c'est permettre d'établir des ponts neuronaux entre les différentes fonctions de l'être humain qui ne sont pas reliées habituellement entre elles. Voilà, il faut aussi le dire, c'est pas simplement une auto-observation corporelle, et après une autre. Non, c'est plus. Hydrogène, la biochimie, mais c'est ça en réalité, oui, tout à fait. On relie les possibilités qui sont dans notre machinerie en se disant, par exemple, il y a un geste. Puis je me dis, si jamais je modifiais, je disais, par exemple, voilà. Et au bout d'un moment, il y a un côté jubilatoire. C'est du jeu. Ouais. Je pensais exactement au mot jeu quand tu as dit le mot jubilatoire, au même moment. Exactement au même moment. Très intéressant. J'en ai parlé d'ailleurs à un des cours, j'ai expliqué, je crois que j'avais dû mentionner ça, le concept de s'amuser et justement, et je pense que c'est là que peut-être tu perds des gens, je parlais d'être confortable avec l'inconfortable, mais d'agir de façon un peu bête dans des circonstances, par exemple, sérieuses. Ça s'apprend et c'est comme tout, mais de devenir cette personne qui balance des blagues dans un concept très sérieux. Les gens te regardent, mais qu'est-ce que c'est pas possible, on est dans un concept sérieux. Ça permet justement de sortir de soi, de sortir de la bulle, de sortir du standard, et justement, ça permet de jouer plus facilement avec d'autres, dans d'autres contextes ou dans d'autres, de jouer avec les neurofonctions. Moi, c'est vraiment ce qui me permet, je pense, de survivre, j'ai envie de dire survivre, et de perdurer dans le cours, cette fois-ci, par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire que je suis une personne qui est très différente, ma machine est très différente, je l'ai déjà un peu reprogrammée, mais sans aller dans ce niveau de perception, pour justement apprendre à être inconfortable, apprendre à gérer les échecs, et justement d'apprendre que les échecs permettent d'apprendre encore plus que de ne jamais avoir connu d'échecs, et du coup d'avoir envie de jouer et de se rater, d'avoir la sensation de se rater, même si ça ne veut pas dire qu'on se rate. Donc ouais, quand tu prends des positions un peu stupides, on le voyait bien qu'il y a certaines personnes qui au départ se disent mais ça n'a pas de sens, parler comme ça ou parler comme ça. Voilà. Et c'est vraiment la clé parce que juste avant, quand Serge et toi, vous aviez parlé de conditionnement, la plupart du temps, on est. Alors, si on parle de myélinisation du cortex préfrontal, en fait, la myéline, on va dire, qui est le
l'huile qui permet aux axones, donc aux bras des neurones, de fluidifier, d'accélérer la transmission de l'information. Ça commence par l'arrière. En biologie, on commence par les fesses, puis peu à peu, on va développer le cerveau. Et bien là, c'est pareil, la minimisation, elle commence par l'arrière du crâne. Et quand on arrive à l'adolescence, ça arrive ici. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dépassé l'adolescence. C'est-à-dire que les régions frontopolaires sont vraiment pas myélinisées. C'est vraiment, il n'y a pas de nuance de gris. Hein. C'est noir ou c'est blanc. C'est mauvais ou c'est bon. C'est bon ou c'est mauvais un peu. Hein. Bon. Et si on s'exerce, justement, on travaille généralement avec l'ergonomie numéro 44, mais on oublie celle d'à côté, la 45, qui peut nous permettre justement ce décalage. Il faut l'activer, c'est-à-dire cette base de l'humour. Et ce recul vis-à-vis de nous-mêmes, cette désidentification qu'évoquait Serge un peu avant. À partir du moment où justement on peut jouer, c'est parce qu'on a pris conscience de nous-mêmes, ce que vous avez dit à Maurice au début, c'est là, j'observe ma propre machine, ma mécanique intellectuelle ou émotionnelle ou corporelle, puis j'observe même parfois qu'il y a une confrontation entre deux aspects. Ça peut être deux aspects intellectuels, deux aspects émotionnels, deux aspects corporels, mais ça peut être aussi un aspect, par exemple, corporellement, tu vas avoir une posture donnée, c'est ça qu'intellectuellement, ça a changé, c'est plus d'accord avec la posture, c'était, qu'est-ce que c'est que ça que du coup, je suis pas d'accord, mais c'est bizarre. Mais... Et puis intellectuellement, déjà à te dire, mais si, c'est intéressant, c'est original. Bon. Et donc, tu vas tomber, il y a une dichotomie qui va t'amener à casser une posture corporelle parce que la posture intellectuelle a déjà dépassé ce moment-là. Et c'est ce jeu, justement, de connexion, de connectivité qui va pouvoir se développer parce qu'il y a un jeu. On rit un peu de soi-même. Absolument. Penses-tu que nous ayons suffisamment donné le matériau de base, disons, pour les prochains étudiants? On a couvert pas mal de sujets, effectivement. Alors, on coupe. Coupons. On invitera ceux et celles qui nous rejoindront à nous écrire, peut-être. Oui, profitez. Transmettre. Il y a une adresse email. Il y a une adresse email, oui. Alors,